Bien, eh bien, je vous propose de débuter le grand tour d'aujourd'hui. Et donc, c'est le docteur Da Silva Constante, dite Vanessa pour les intimes, qui va nous présenter un cas dont elle a imaginé le titre Quand le corps cale. Alors bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cas d'une patiente de 51 ans qui, depuis quelques mois, progressivement présente une asthénie importante, des insomnies, des moments de confusion, une inappétence et une perte de poids de 13 kg avec un poids habituel à 76 kg. Il y a aussi une notion d'œdème des chevilles bilatéralement, de résolution spontanée. Elle se plaint également de toux sèche, de dyspnée, mais sans douleur thoracique ni palpitations, et plus récemment d'une constipation avec des nausées, mais sans vomissement ni douleur abdominale. Au niveau de ses antécédents, on constate une discopathie L4, L5, et L5 S1, une sténose foraminale. Il n'y a pas d'antécédents chirurgicaux ni familiaux. Elle n'a pas de traitement à domicile. Elle est originaire du Congo, en Belgique depuis 2011. Elle vit seule. Elle est couturière modéliste. Elle ne fume pas ni ne boit. Et il n'y a pas d'allergie connue. Au niveau de ses paramètres, ils sont corrects. L'examen clinique est sans particularité, excepté au niveau des aires ganglionnaires, où on objective des petites adénopathies susclaviculaires droites, mobiles et indolores, une adénopathie inguinale droite, mais sans adénopathie cervicale et axillaire. À ce stade-ci, vous avez déjà des petites idées ou des questions? La symptomatologie est plutôt centrale, quoi, et générale. Confuse, elle ne mange plus, elle a perdu 13 kilos et elle est plutôt constipée. Et à part ça, donc on est vraiment dans du non spécifique. Et quel âge a-t-elle? 51 ans. 51 ans. Il y a l'examen, on n'a que des adénopathies. Susclaviculaire et Ah oui, inguinale droite. ah oui. Ouais. Sérologie HIV, oui, vient du Congo, polyadénopathie. Tu peux déjà nous dire ça, une Oui, sérologie? je peux le dire, elle est négative. Elle est négative. Radiothorax, Ça va venir. ça va venir. Donc un hémato, une radiothorax, adénopathie susclaviculaire. Non, non, Non. enfin, je sais pas. Je penserais plus comme ça à première vue, une tuberculose ou un truc de... Tuberculose. OK, donc c'est intéressant. Donc le contexte géographique et d'origine oriente vers des pathologies infectieuses. Je pense que c'est toujours une bonne idée de commencer par les maladies infectieuses avant d'arriver aux maladies génétiques. Jean? Oui, non, effectivement, maintenant elle est en Belgique depuis 10 ans ou 11 ans, hein, c'est ça? Oui, oui, depuis 11 ans. Et elle retourne souvent au Congo ou Non, pas du pas ces tout? derniers temps. Ok. Alors, la question est pertinente, mais quand à quelqu'un d'origine congolaise qui vit en Belgique, même depuis 20 ans, qu'est-ce qui peut se passer aussi? Il peut recevoir, il peut avoir des visiteurs, et donc il n'y a pas que les moustiques qui sont d'importation, on peut avoir des germes également. OK. OK. Eh bien, alors on avance. Un Non, hémato et une radiothorax. Enfin, j'imagine qu'il y aura autre chose entre-temps. entre-temps. Alors, on a commencé par la biologie. Et donc, ça, c'est la biologie. Donc, on voyait que l'hémogramme, la formule était dans les normes, une petite CRP à 6. Et voilà, donc à l'ionogramme, il y avait quand même une hypercalcémie à 3,5 avec un phosphore dans les normes, une insuffisance rénale avec une créate à 1,4, une petite cholestase hépatique, une albumine dans les normes. Il n'y avait pas de trouble de la coagulation et les hormones thyroïdiennes étaient normales. Donc, on est quand même venu confirmer cette hypercalcémie. Soit on fait le calcul de la calcémie corrigée en fonction du taux d'albumine. On a opté pour une petite gazo qui montrait que le calcium ionisé était à 1,7. Dans la foulée, on a réalisé un ECG qui était plutôt rassurant. Il montrait juste un petit raccourcissement du segment ST qui pouvait rentrer dans le cas d'une hypercalcémie. Attends, peut-être. Bon, là, ça vaut peut-être la peine. Peut-être la peine de rediscuter
un petit coup. Bon, maintenant, l'histoire, alors c'est vrai qu'on l'utilise encore régulièrement quand on a le calcium corrigé. Bon, ça fait l'objet quand même de beaucoup de contestations quant à la validité du calcul du calcium corrigé avec l'albumine. Et les recommandations actuelles est clairement de dire qu'il faut un calcium ionisé. Mais donc, ça veut dire x4 et puis x2 si on veut un calcium total. Hein. Donc, elle a une calcémie à 13-14 mg par décilitre, quoi. C'est quand même du solide. Et son phosphate était... Phosphore normal. Le phosphore était normal. Bon. Donc, ça, c'est quand même un bon indice pour écarter une éventuelle hyperparathyroïdie primaire. Si le phosphate est normal, voilà. Si on doit parier sur la PTH, on parierait que la PTH va être tout à fait inhibée. Il y a aussi des eosinophiles dans la Ils prise étaient de sang. normaux. Hein? Dans les normes. Dans les normes. Ah, OK. Sinon, s'il y avait des éosinos, tu aurais pu... Pour relancer la balle. Pour relancer la balle. OK, d'accord. OK. Bon, et l'hémato est normal. L'hémato est normal. Électrophorèse de protéines quand même. Électrophorèse de protéines. Elle va être faite, oui. OK. Mais bon, par rapport à un myélome, non, mais je te sentais venir. Bon, il n'est pas anémique, il y a des ganglions. Encore que il y a des rares présentations de myélome avec des ganglions et une rate, c'est des choses qui arrivent. Enfin, c'est plutôt rare, ça. Oui. Sarcoïdose. Ah, des ganglions, une hypercalcémie, sarcoïdose. Oui. Oui, pourquoi pas. D'autant plus qu'il y a une insuffisance rénale. Donc, je rappelle, on a déjà discuté de cela. La sarcoïdose, ça donne surtout une hypercalciurie et l'hypercalcémie ne survient que s'il y a une insuffisance rénale. Donc, ici, on a une. Donc, la sarcoïdose, ça peut marcher. Pas de syndrome inflammatoire, ça te dérange? Donc, il y avait sarcoïdose, maladie quand même. Son thorax quand même. On voudrait avoir le thorax quand même. On veut voir le thorax. Allez, en avant. Mais on ne l'aura pas tout de suite. On ne l'aura pas tout de suite. Bon. Oh, ça va venir. Hein. Donc, on a quand même... On va rechercher donc des causes d'hypercalcémie. Ici, je les ai regroupées en 4 grands groupes. Les hypercalcémies médiées par les parathyroïdes, les non médiées par les parathyroïdes, tout ce qui était origine médicamenteuse et d'autres causes diverses comme l'hyperthyroïdie, une insuffisance urinaire, une immobilisation, une nutrition parentérale. Tout en sachant que 90% des causes d'hypercalcémie sont liées soit à une hyperparathyroïdie primaire ou une néoplasie. À l'anamnèse, on a pu facilement exclure toute origine médicamenteuse et dans les causes diverses, voilà, on avait dosé les hormones thyroïdiennes qui étaient normales. Le reste de l'iono était dans les normes aussi et tout ce qui était immobilisation, nutrition parentérale était moins probable. Donc, pour aller un petit peu plus loin, on a quand même dosé donc, la vitamine D et la PTH. Elles étaient toutes les deux abaissées. Et donc, ça nous a permis d'exclure en fait les causes médiées par les parathyroïdes. Et donc, on s'est orienté vers les hypercalcémies à PTH basse, comme tout ce qui est origine néoplasique avec métastase osseuse, une tumeur solide, des hémopathies malignes, ou une pathologie granulomatose comme la tuberculose, la sarcoïdose. L'intoxication à la vitamine D était moins probable vu le taux de vitamine qu'on avait actuellement à la prise de sang. Alors, on a prolongé un petit peu, on a fait un typage leucocytaire qui nous montrait une lymphopénie TCD4 et CD8 avec des lymphocytes B dans les limites de la normale et pas d'argument vers une monoclonalité. On a fait un quantiféron qui à ce moment-ci était en cours. Attends Vanessa, je ne sais pas si tout le monde comprend pourquoi est-ce qu'on était faire comme ça un typage leucocytaire. Tout ce qui était hémopathie, au cas où, on ne sait jamais. Pour voir les lymphopénies. Oui, leucémie à lymphocyté. Bon, maintenant, on se méfie. Hein, depuis qu'on a eu une leucémie où l'hémato était normal, enfin, ça ne va pas chaque jeudi quand même. Non, là où ça peut être intéressant, parce qu'on parlait de sarcoïdose à un moment donné dans les maladies granulomateuses, donc là, on aime bien voir
une lymphopénie CD4. Il y a parfois des lymphopénies CD4 très profondes dans les sarcoïdoses. Et donc, en fait, les lymphocytes CD4 sont sur les lieux du crime. Donc, on les retrouve dans les LBA avec un rapport CD4, CD8 élevé. Par contre, dans le sang périphérique, c'est le contraire. Mais donc, ici, on a une lymphopénie, je dirais, globale. Il n'est pas plus marqué pour les CD4 que les CD8. On est parti sur l'imagerie que vous attendez tous. Et voilà, ça, c'est le scan thoracique. Bon, qui voulait le radiothorax, là? Voilà. Allez, Luc, c'est Mercedes. Ben voilà, vous n'avez pas le radiothorax, vous avez mieux. Ben oui, il y a des images nodulaires, floconneuses. Je ne vois pas de ganglion, mais qu'un seul cliché. Donc, je demanderais quand même une fibroscopie bronchique et un lavage broncho-alvéolaire. Oui. Alors, on demande un LBA, peut-être par rapport aux visiteurs venant du Congo, Jean. Non, mais d'abord, je suis surpris quand même qu'elle ait une saturation à 98%. Ah, elle saturait bien. À l'air ambiant, Elle saturait bien. avec des radios pareilles. Ouais. Alors, donc, a priori, elle n'est pas immunodéprimée. Quand on voit son profil hémato, il est bon. Mais maintenant, elle a maigri. Maintenant, des pathogènes parasitaires et autres, des histoplasmoses ou des choses comme ça. Non, moi, mais une tuberculose, le diagnostic de tuberculose reste quand même une possibilité. Oui, choisi de radio, quoi. LBA. Donc, on a demandé un LBA. On a demandé à LBA, mais avant ça, il y a eu un PET scan. Hein. Bah, donc, on voit quand même que les grosses lésions pulmonaires sont solidement hypermétaboliques et on a quand même l'impression qu'il y a des ganglions. Alors, les ganglions qu'on palpait, là, ils sont hypermétaboliques. On est parti en susclaviculaire, c'est ça? Il y avait un susclaviculaire et un autre en inguinal. OK. Je repense à la biologie. Elle avait une CRP normale. Hein, à Oui, 3, hein. 6, ouais. Avec un tableau pareil, on s'éloigne quand même d'infections bactériennes. Hein. Clairement. Oui, oui. Encore que, je me souviens comme ça d'un poster à une société française de médecine interne où ils avaient repris toute une série de pathologies, mais alors, tout à fait inflammatoires. Vous avez fait VS, CRP, aptoglobine, fibrinogène, toute la batterie des tests inflammatoires normaux. Et donc, là-dedans, tu avais une tuberculose, une endocardite bactérienne, enfin, etc. Donc, pour dire qu'il faut quand même se méfier malgré tout, que c'est vrai que la valeur prédictive négative est quand même importante, mais elle n'est pas de 100%. Elle n'est pas de 100%, donc il faut quand même rester prudent. Mais enfin, il faut privilégier effectivement plutôt autre chose qu'une cause infectieuse. Bon, l'hypothèse sarcoïdose, là, on garde? Non? Pas impossible? Certains disent non, d'autres disent c'est pas impossible, oui. Luc? Pas impossible. Pas impossible? OK, pas impossible. Donc, le PET scan, en fait, avait conclu à des multiples d'adénopathies hypermétaboliques en sus- et sous-diaphragmatiques associées à des pneumobronchopathies hypermétaboliques bilatérales et une atteinte de la parotide gauche. On a quand même poursuivi le bilan et donc, au niveau biologique, on a quand même dosé la 1,25 d'hydroxyvitamine D qui était élevée, l'enzyme de conversion aussi, et l'isosimosil, le quantiféron s'est révélé négatif. Dans la foule, on a fait des EFR qui montraient un trouble ventilatoire restrictif avec une altération de la diffusion, bilan cardiaque rassurant, et au niveau rénal, les urines de 24 heures montraient une hypercalciurie et pas de néphrocalcinose à l'écho rénal. Et donc, on est arrivé donc à ce fameux LBA qui nous montrait donc une prédominance lymphocytaire avec une hyperplasie des populations CD4 avec un rapport T4-T8 augmenté à 9,1. Vu ce rapport élevé et l'atteinte parotidienne, on n'a pas été jusqu'à la biopsie et on a conclu à une sarcoïdose. On a complété le bilan à la recherche d'une atteinte ophtalmique et il n'y avait pas d'argument en faveur d'une sarcoïdose ophtalmique. Pour la partie théorique de mon exposé, je ne vais pas parler de la sarcoïdose, c'est un sujet qui est suffisamment abordé. Et l'hypercalcémie avait déjà aussi été abordée lors d'un séminaire précédent ici. Donc, je vais faire un petit rappel physiologique sur la calcémie
et son mécanisme dans la sarcoïdose. Donc, comme vous le savez, la calcémie, elle est régulée par deux hormones calciotropes, la parathormone et la forme active de la vitamine D, le calcitrol. La PTH a plusieurs rôles. D'une part, elle va stimuler la 1-alpha-hydroxylase au niveau de la partie proximale du tubule rénal et venir ainsi activer la 25-hydroxyvitamine D en calcitrol, favorisant ainsi l'absorption intestinale de calcium et de phosphore. Elle permet aussi la résorption osseuse et donc mobilise le calcium et le phosphore des os. Et au niveau rénal, elle inhibe en fait la réabsorption de phosphore au niveau du tubule proximal et stimule la réabsorption de calcium au niveau du tubule distal avec un effet global tendant vers une augmentation de la calcémie et une diminution de la phosphatémie. Cette PTH est également régulée par un récepteur sensible au calcium et donc une augmentation de la concentration plasmatique de calcium ionisé va inhiber via ce récepteur membranaire la sécrétion de PTH. On retrouve aussi ce récepteur au niveau rénal, il va être impliqué dans la régulation de la calciurie et donc une augmentation du calcium plasmatique ionisé va inhiber la réabsorption rénale de calcium et augmenter ainsi la calciurie. Au niveau de la sarcoïdose, on retrouve l'hypercalcémie dans 10 à 20% des cas. Et comme vous le savez, donc, la sarcoïdose elle est liée à une réaction immunitaire exagérée. Les lymphocytes vont venir recruter des macrophages qui sont activés via la sécrétion de médiateurs comme le TNF-alpha, des interleukines, surtout la 2, ou encore l'interféron gamma. Ils vont venir former des granulomes. Les macrophages de ces granulomes vont sécréter entre autres la 1-alpha-hydroxylase qui va donc venir activer la 25-hydroxyvitamine D en calcitrol, augmentant ainsi en fait l'absorption intestinale de calcium et la résorption osseuse. Dans la sarcoïdose, il faut savoir qu'en fait, il y a une absence de feedback pour l'hypercalcémie. Il n'y a pas de dérégulation de la 1-alpha-hydroxylase lors de taux élevés de calcitrol. Et d'autre part, la désactivation du calcitrol par la 24-hydroxylase est inhibée dans la sarcoïdose. Évidemment, au niveau de la clinique, il faut rechercher tout ce qui est néphrocalcinose, lithiase urinaire, une insuffisance rénale chronique. Et qui est devenu d'autres patientes. Peut-être faire un petit tour de discussion à ce stade-ci. Bon, peut-être certains peuvent se dire, tiens, diagnostic de sarcoïdose, c'est un peu osé, là, on n'a pas fait de biopsie. Alors ici, on a quand même un faisceau d'éléments et donc on peut avoir une approche bayésienne par rapport au diagnostic. On avait déjà une certaine probabilité de départ sur base de ce qu'on avait dit initialement. Et le point clé, à mon sens, ici, c'est par rapport à la tuberculose qui avait été évoquée, le quantiféron est négatif, qui a quand même une valeur prédictive négative importante, et surtout le rapport 4-8 au niveau du LBA. Alors, quand on a un rapport 4-8 au niveau du LBA qui est de 3 ou 4, attention, la valeur prédictive positive n'est pas suffisante. On peut encore avoir la tuberculose qui joue là-dedans, d'autres infections, etc. Mais dès qu'on arrive au-dessus de 8, là, les autres diagnostics ne courent plus. Et donc, ça paraissait raisonnable d'arrêter à ce niveau-là, puisqu'on avait là une probabilité quasi de 100% de sarcoïdose, sans avoir besoin d'un prélèvement biopsique qui le confirmait. Donc voilà, pour le diagnostic ne me semble pas poser problème. Alors, dans la régulation que tu as bien démontré de la 1,25, je me souviens comme ça d'un cas où on avait suivi les choses de près. C'est un homme qui avait une sarcoïdose rénale. Et en fait, sa 1,25 était élevée et la PTH diminuait avant même que la calcémie n'augmente. Et donc, la régulation de la PTH se faisait via
la boucle 1,25 inhibant la PTH indépendamment du calcium. Donc, j'avais trouvé à l'époque l'affaire assez intéressante parce que finalement, mon niveau de PTH était un élément plus sensible pour voir si le malade était bien équilibré ou pas bien équilibré, sans attendre que le calcium augmente. Bon, ici, on avait un taux de 1,25 élevé. L'ACE, qui n'a pas de valeur prédictive extrêmement importante, même à des valeurs de ce type-là, pour rencontrer des tuberculoses avec des enzymes de conversion à ce niveau-là. Mais si on fait un score total d'avoir une 1,25, du lysozyme, l'ACE, et on peut ajouter d'ailleurs la bêta-2 microglobuline qui finalement est le reflet de l'activation lymphocytaire en mettant les 4 paramètres. S'ils sont tous là, ça commence à peser assez solidement par rapport à un diagnostic de sarcoïdose. Bon, ce qui est quand même un peu atypique, malgré tout, c'est l'importance des nodules. Bon, l'image pulmonaire est classiquement micronodulaire, mais d'avoir des masses, comme on a vu ici, ça, c'était quand même un élément qui faisait réfléchir à des hypothèses alternatives éventuelles. Donc, voilà. Alors, Vanessa. Mais on va retourner un petit peu voir comment va la patiente. Et donc, durant l'hospitalisation, on l'avait hyper hydratée. Et on lui avait aussi donné du Zometa. Et elle a développé une hypocalcémie secondaire, donc on l'a supplémentée par stéovite. Elle a été mise sous corticoïdes, du Medrol 32 mg. Elle s'est sentie mieux, elle a repris le travail, mais elle s'est mise à manger énormément. Elle avait pris plus de 6 kilos en moins de 2 mois. Et on a introduit aussi le méthotrexate une fois par semaine. Voilà. À quelle dose? C'est 15 mg. OK. Et comment ça évolue, comment elle a évolué du point de vue de sa calcémie? Sa calcémie est normalisée. Rapidement? Oui, quand même. Peut-être. Oui, Mathieu? La calcémie, parce que comme elle était au-dessus de 3 millimoles, à ce moment, on n'avait pas encore le diagnostic. Alors moi, j'ai donné une dose de Zometa. Mais là, dans les 48-72 heures, sa calcémie s'est normalisée. Ouais. Et ses poumons? J'ai pas encore de... On n'a pas de retour pour... J'ai pas encore de contrôle iconographique pour le monitoring, mais en tout cas, elle va mieux. Elle n'a pas de symptômes, elle n'a pas de dyspnée. Et ses EFR se portent mieux aussi. Et quoi donc, ces effets, tu veux dire qu'elle était fort restrictive? Oui. OK. Bien, mais donc dans la suite, effectivement, bon, schéma régressif, bon, ça reste quand même, les corticoïdes restent quand même la première molécule active dans la sarcoïdose. Alors, il ne faut pas donner trop, mais il faut donner longtemps. Et donc ici, à 0,4 mg/kg, ça peut être suffisant au départ, bon, sauf si on est dans des situations avec une atteinte cardiaque ou atteinte d'organes nobles. Donc 0,4 mg/kg, c'est suffisant, ça répond assez vite. Et l'adjonction de méthotrexate reste une bonne solution si effectivement on a des craintes quant aux effets secondaires de la corticothérapie. Alors quelque chose qui est peut-être moins connu par rapport au traitement. Bon, d'abord, il faut dire que tous ces traitements alternatifs, il y a vraiment très peu de données de littérature solide pour dire métaux versus pas métaux et autres traitements. Les anti-TNF restent un bon choix qui maintenant, d'ailleurs, commence à être même privilégié au lédertrexate dès qu'il y a des atteintes organiques importantes, voire des résistances aux immunosuppresseurs associés à la corticothérapie. Alors, ça a surtout été développé au départ dans des atteintes oculaires qui étaient réfractaires, mais dans toute sarcoïdose un peu compliquée ou qui pose des problèmes thérapeutiques, les anti-TNF et surtout l'infliximab qui a été utilisé reste une très bonne option. J'ai actuellement une patiente qui a une sarcoïdose délicate à traiter,
qui, dans un premier temps, avait répondu au Cellcept. Donc, on lui a remis du Cellcept. Ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Elle a des effets secondaires importants de sa corticothérapie. Et donc, là, le point va être de la mettre sous infliximab. Bien, OK. Donc, elle a repris 6 kilos. Elle avait perdu une dizaine. Attends, j'arrive. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de remboursement pour les anti-TNF, au-delà de l'aspect digestif et de l'aspect rhumatologique et dermatologique? Exact. Donc, on a donc 2 solutions. Donc, pour ce qu'il y aurait encore, nous sommes dans une médecine à 2 vitesses depuis fort longtemps en Belgique, mais c'est vrai qu'on est mal mis par rapport à ces situations des traitements biologiques qui deviennent quand même utiles dans toute une série de circonstances et où les conditions de remboursement ne suivent pas la science, quoi. Alors, il reste le fonds de solidarité. Alors, c'est vrai que le fonds de solidarité, c'est ce qui est prévu pour, mais ça ne fonctionne quand même pas correctement, hein, avec une lenteur et souvent des réponses négatives alors que le dossier est bien documenté. Donc, on a de réels soucis par rapport on va dire, aux maladies rares en Belgique. Oui. Alors qu'il y a probablement moyen de faire quand même des économies dans le budget de la santé. On supprimerait les mutuelles, qui est un gouffre financier, en faisant un organisme parastatal co-géré par des médecins. On ferait alors un paquet de millions d'économies. Dans le cas du traitement au méthotrexate, quel schéma de supplémentation d'acide folique recommandes-tu? Donc, supplémentation d'acide folique, c'est très curieux d'ailleurs, comme c'est différent d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Il y en a qui ne donnent rien d'ailleurs. Et puis, oui, puisqu'on redonne, enfin, moi personnellement, je donne 2 fois par semaine 4 mg de folavite, pas le jour où on donne le détrexate, mais il n'y a rien de démontré. Il n'y a aucune étude qui montre, avec ou sans folavite, est-ce qu'on a une efficacité plus importante ou pas. On dit que les effets secondaires sont moindres. Qu'est-ce qu'on pense? Je pense qu'à des doses de 15 mg, c'est homéopathique, hein. Dans les schémas de chimiothérapie, on donne 100 et même jusqu'à 2000 mg de cortisone. Là, on doit donner de l'acide folinique. Mais avec 100 mg mètre carré, on ne doit pas donner d'acide folinique. Les gens le supportent très bien. Okay. Mais donc ici, bon, par rapport à ta remarque, effectivement, dans les schémas où on traite des cancers, ben, on a le problème aussi du rescue, et donc là, c'est plutôt l'acide folinique que l'on donne. Tandis qu'ici, on se contente de donner de l'acide folique. En tout cas, ce qu'il faut faire, et donc voilà, donc ce que je disais, il n'y a rien donc les démonstrations. Bon, ce qui est mis enfin, dans les textes, mais je pense que ça ne résiste pas à l'analyse, à la littérature, c'est que les effets secondaires digestifs qui se passent après qu'on ait donné ouais, mais attends, l'homéopathie, c'est non, l'homéopathie, c'est autre chose. Hein. Bon, OK. Mais donc, OK. Mais donc, bon, il y a quand même avec du 15 mg, 17 mg et demi, il y a des gens qui ne se sentent pas bien, un peu barbouillés le lendemain de la prise hebdomadaire de leur détrexate. Il y a quelques études qui disent qu'on a assez d'acide folique, on a moins de symptômes de ce type-là. Mais donc, ce n'est pas étonnant qu'il y en a qui n'en donnent pas. Par contre, il est quand même utile de vérifier, avant de donner le métaux, que les gens n'ont pas une carence en acide folique. Mais là, on est dans un autre registre, quoi. Ici, elle l'a eu par après. Hein. Mathieu, tu lui as mis du folavite. 5 mg 48 heures après la prise de son métaux. On voit un peu de tout. Hein. 5, 4, une fois, 2 fois, 3 fois, etc. Donc, c'est vrai qu'on a beau essayer de faire de l'evidence-based medicine, de temps en temps, on n'est pas tout à fait dans ces conditions-là. OK. Bon, bien. On va voir s'il n'y a pas d'autres commentaires. Puis de la confusion, et pourquoi quand le corps cale? La confusion fait partie des symptômes qu'on peut retrouver dans une hypercalcémie. Et quand le corps cale, fait référence à la constipation chronique que la patiente a, quoi. Voilà. Donc le corps cale parce qu'elle était constipée comme manifestation principale d'hypercalcémie, et quand le corps calcium. Voilà. OK, voilà, Daniel, pour l'explication du titre.
OK. Eh bien, merci Vanessa, merci aux intervenants.